Bien, bonsoir à tous. Je voudrais remercier l'ambassade de France près le Saint-Siège d'avoir organisé cette série de conférences, et particulièrement cette première ce soir, avec la conférence épiscopale française. Merci à vous. Cette rencontre a donc lieu à l'occasion de ces visites ad limina qui, tous les 5 ans, amènent les évêques à Rome, qui avaient été reportées, on le sait, en raison de la crise sanitaire. Et si ces visites sont pour les évêques une occasion de rencontrer les différents services de la curie romaine, c'est aussi un moment propice pour échanger des réflexions avec des interlocuteurs italiens. Et c'est ce que nous allons faire ce soir avec Madame Milena Santerini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes professeure à l'Université catholique de Milan. Vous êtes directrice du Centre de recherche sur les relations interculturelles. Alors, ceux qui suivent l'actualité italienne savent que vous avez été députée, que vous avez été membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe entre 2013 et 2018, et puis rapporteur sur la lutte contre le racisme et l'intolérance. Aujourd'hui, vous dirigez une mission spéciale sur la lutte contre l'antisémitisme auprès de la présidence du Conseil italien. Et vous êtes également membre de la communauté Sant'Egidio depuis de nombreuses années. Alors ce soir, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de participer à cette conversation en français en plus. Et vous allez donc discuter avec Monseigneur Aveline. Monseigneur Aveline, c'est difficile de vous présenter, mais rapidement, vous êtes marseillais, mais né sur l'autre rive de la Méditerranée, à Sidi Bel Abbès, en Algérie. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille en 84. Vous en avez été l'évêque auxiliaire et depuis 2019, l'archevêque. Notons, parce que c'est intéressant ce soir, que vous avez été, comment dit-on, consulteur du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux entre 2008 et 2013, et vous présidez aujourd'hui au sein de la conférence épiscopale française le Conseil pour les relations interreligieuses. Alors le thème qui nous réunit ce soir, c'est l'espace méditerranéen. L'espace méditerranéen, espace de rencontre, de migration et de relations entre les religions. Je vous propose, pour poser nos réflexions, de donner d'abord à chacun de nos deux invités un temps de propos liminaire. Et Madame Santerini, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureuse d'être ici pour ce débat, cette discussion avec Monseigneur Aveline et avec tout. Merci à l'ambassadrice. Et donc, c'est un sujet si important. Et je voudrais essayer de comprendre quels sont les défis qui viennent de la Méditerranée. Et une zone cruciale, nous le savons, pour le christianisme et pour l'Europe. Et la Méditerranée a toujours été un espace unique, une grande zone de rencontres et d'échanges. Mais aujourd'hui, cependant, cette mer devient un lieu de murs. L'idée de la Méditerranée comme un espace unique d'interaction qui a marqué de différentes manières les 2 derniers siècles est en crise. En autre terme, un paradigme qui a longtemps marqué les relations interméditerranéennes est en train d'être renversé. Ce paradigme de dialogue et rencontre a également impliqué les Églises dans le développement des relations de plus en plus étroites et significatives avec les Églises orientales et les religions présentes sur les rives sud, dont les Églises orientales, l'islam et le judaïsme. Nous assistons à la construction de murs dans les Balkans, entre la Turquie et la Syrie, et plus récemment entre la Grèce et la Turquie, le long du fleuve Evros. Mais il y a aussi la construction des murs mentaux et culturels. Nous disons par exemple qu'en Europe, le bateau est plein, ou que l'Europe est caractérisée par la démocratie et les droits, mais en réalité, nous demandons aux autres pays de garder les réfugiés. Et aujourd'hui, nous demandons au Pakistan de garder les réfugiés d'Afghanistan. Cette Méditerranée des murs pose non seulement des problèmes humanitaires majeurs, mais risque également de porter atteinte à l'universalisme de la civilisation européenne et du christianisme européen même. Nous assistons à des phénomènes tels que la renaissance du catholicisme national
nationaliste et du populisme religieux, et il s'agit d'une dérive, selon moi, très problématique pour l'avenir des communautés chrétiennes. Les migrations en Méditerranée ne sont que partiellement un problème méditerranéen, c'est-à-dire qu'elles trouvent les racines dans des territoires plus éloignés et internes, même si les crises des régions internes tendent à influencer ce qui se passe dans les pays côtiers. Les grandes migrations par mer naissent de ces crises. Je fais quelques exemples. Les crises économiques et sociales survenues en Afrique du Nord, vous connaissez bien l'Algérie et Monseigneur, et au Moyen-Orient, à la suite des printemps arabes de 2010-2011, ont provoqué une émigration, mais ont également créé des situations de fragilité politique, économique et sociale qui ont alimenté des vagues ultérieures en provenance d'Afrique subsaharienne. La crise économique en Égypte, surtout dans le Sinaï, où le terrorisme bloque le tourisme sur la mer Rouge, en Libye et en Tunisie, a fait de la traite des êtres humains l'une des principales activités économiques. C'est également le cas dans les régions plus déprimées des Balkans, en Bulgarie, Macédoine et en Bosnie. Donc, il existe un arc de crise, un autre exemple, qui s'étend de l'Afrique subsaharienne à la Syrie. La région au sud du Sahara est aujourd'hui traversée par une triple crise due à l'imbrication des problèmes des régimes politiques, Guinée-Conakry, il y a eu un coup d'État, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad. Propagation des groupes terroristes fondamentalistes, crise environnementale, parce que la bande sahélienne est l'une des zones du monde les plus touchées par les changements climatiques, donc responsable de la profonde altération de l'équilibre économique et social entre agriculteurs et bergers. Une des principales causes de la violence interfamiliale. Je dis ça pas parce que je l'ai lu sur les livres, mais parce que beaucoup de réfugiés que je rencontre m'ont dit qu'ils ont fui à cause de la violence pour la possession de terres et d'animaux. À cet égard, le lien que le pape François établit entre l'écologie naturelle et l'écologie sociale, dans l'encyclique Laudato Si, est très important. Si l'on dressait 3 cartes des zones touchées par ces 3 phénomènes, crise des régimes politiques, crise environnementale et propagation du fondamentalisme, elles auraient tendance à coïncider. Et la crise en Afghanistan est également une crise que nous pourrions qualifier de méditerranéenne, en raison des interactions entre cette région et le monde irano-turc qui aboutit à la Méditerranée. Par exemple, il y a des milliers d'Afghans sur l'île de Lesbos qui sont bloqués. L'Europe ne veut pas qu'ils entrent en Europe. Et donc, jusqu'à présent, j'ai décrit les interactions, les interdépendances entre les crises et les problèmes de la région méditerranéenne. Mais, en même temps, il existe, Monseigneur le sait vraiment bien, un grand espace de dialogue et de charité pour les églises et pour les chrétiens européens. Ce que montre le projet des couloirs humanitaires, une idée, un modèle qui s'est désormais imposé au niveau international, qui était à l'initiative de la communauté de Sant'Egidio, mais il a été mis en œuvre par Caritas et beaucoup d'autres organismes en Italie, en France, à un niveau écuménique, donc avec la participation des églises évangéliques. C'est un exemple de ce qui représente l'Europe en termes de culture du pluralisme, de civilisation et de la coexistence et de spiritualité du dialogue. L'attractivité de l'Europe dans tous les pays d'où viennent les réfugiés montre la force d'un modèle social et culturel. Cela réfute peut-être ceux qui prétendent que la démocratie occidentale n'est pas assez bonne pour les autres peuples. Nous n'avons peut-être pas à exporter les mêmes formes parlementaires, mais le soif de liberté et des droits de l'homme est le même chez tous les peuples.
dont les églises peuvent apporter une réponse aux crises actuelles auxquelles nous sommes confrontés, qui ont pour origine le choc entre le fondamentalisme identitaire et le pluralisme socioculturel. Le christianisme européen et l'Église post-conciliaire ont développé une culture de la différence, qui est un élément important à mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, au cours du XXe siècle, nous avons assisté à la crise d'un modèle de cohabitation interreligieuse sur la rive sud de la Méditerranée, avec l'exode, par exemple, des Juifs de la Libye. Mais aujourd'hui, nous voyons la Méditerranée élever des murs. Mais les églises ont, au contraire, continué à tisser des dialogues et des échanges. Et donc, je vais conclure avec 3 étapes importantes de ces rencontres qui voient comme protagoniste le pape François. Avril 2016, le pape François, Bartholomé Ier et Géronimus, l'archevêque d'Athènes, se sont rendus à Lesbos, où il y a encore milliers de réfugiés, notamment afghans, comme je disais. 7 juillet 2018, rencontre du pape François à Bari avec les chefs des églises chrétiennes du Moyen-Orient. 4 février 2019, le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence, le document d'Abu Dhabi avec l'imam de Al-Azhar Al-Tayeb. Avec 3 moments, le pape François a tracé un chemin qui, à mon modeste avis, doit être repris en relation les dialogues selon 3 axes. Développer le dialogue écuménique, non seulement dans une perspective intra-européenne, mais l'étendre aux églises orientales, en impliquant dans ce dialogue les protestants et les orthodoxes européens. Disons qu'il ne s'agit pas seulement d'un dialogue ouest-est, mais aussi nord-sud. Et deuxième, développer le dialogue entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, entre tous les pays qui bordent la Méditerranée, et pas de dialogue partiel avec les 3. Développer des formes de diaconie écuménique, interreligieuse, par exemple, en collaborant, comme on déjà fait, comme nous déjà faisons, pour accueillir, pour aider et pour soutenir les réfugiés. Donc, notre agenda est donné, je pense, par le pape François. Merci. 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 Merci beaucoup, Madame Santerini. Avant de nouer le dialogue, on va écouter à son tour Monseigneur Aveline. Merci beaucoup, Madame, pour tout ce que vous avez déjà dit. Je vais plutôt prendre les choses d'un côté plus existentiel pour donner un autre point de vue. Mais je sais que, c'est pas vous qui avez l'analyse et moi l'existentiel. Je sais dans votre engagement, dans votre vie, tout ce que vous faites existentiellement, humainement, pour cette cause-là. Voilà. Donc je ne fais pas une séparation, à vous l'analyse, à moi l'existence, mais c'est juste pour que dans ces questions que nous abordons ce soir, je crois qu'il y a aussi, nous avons intérêt à regarder que ce sont des personnes et que les problèmes de la Méditerranée, c'est pas ça, on ne peut pas les prendre juste avec des chiffres et des problèmes techniques, mais que c'est l'histoire de personnes. Alors, du coup, d'où je parle ? Je parle de Marseille. Depuis Marseille, Philippine de Saint-Pierre l'a rappelé, Marseille est une ville qui est très marquée, c'est un marqueur de la situation en Méditerranée, c'est un port, c'est une ville qui a continuellement accueilli des vagues migratoires. La population de Marseille, c'est un peu moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, on compte à peu près sur ce million plus de 250 000 personnes de confession musulmane, mais aussi 80 000 personnes de confession juive, la 2e communauté juive de France. Aussi 15 à 20 000 bouddhistes qui sont tous des réfugiés du sud-est asiatique, quelques grandes pagodes. On pourrait continuer à l'intérieur même de la communauté chrétienne, 80 000 Arméniens. Marseille a été un lieu important pour l'exode des Arméniens au moment du génocide dont ils ont été victimes.
Et puis la communauté libanaise, nous étions avec les évêques là ce matin à la congrégation pour les églises d'Orient, et on voit bien, j'ai bien senti aussi toute l'importance d'une ville comme Marseille, parce qu'elle est un laboratoire. Elle est un laboratoire où existent, se conjuguent, apparaissent pratiquement la majorité des défis qui concernent la Méditerranée. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, parce que Marseille a été sous les feux de la rampe à cause d'une situation difficile. Le président de la République est venu, il y a un plan qui va être mis en œuvre, je l'espère, en tout cas qui est proposé, mais il est grand temps de le faire. Et j'ai eu l'occasion cette semaine-là d'exprimer aussi ma crainte. On peut mettre des milliards et des milliards, s'il n'y a pas un réveil des consciences, ça ne sert à rien. Et ce réveil des consciences, il passe justement par cette prise en compte qu'on peut parler de la Méditerranée comme d'un concept, mais il faut parler des personnes qui se trouvent dans cet espace méditerranéen. Et vous l'avez très bien dit, beaucoup sont originaires de régions qui ne sont pas sur les rives de la Méditerranée. Mais la Méditerranée comme espace devient un carrefour qui se fait écho des gros problèmes de l'humanité. Lorsque j'ai rencontré le pape, on l'évoquait tout à l'heure, au mois d'avril, je lui ai suggéré cette idée, disant, au fond, vous avez fait un synode de l'Amazonie qui a une portée locale, mais aussi une portée universelle, parce qu'en Amazonie aussi, il y a des questions qui concernent toute l'humanité. Mais la Méditerranée mérite un synode. La Méditerranée mérite un synode. Elle conjugue des problèmes écologiques, migratoires, économiques, géopolitiques, grandes disparités économiques, pluriculturelles, plurireligieux. Elle est ne serait-ce que pour même les grandes religions dont elle est le berceau, les grandes religions abrahamiques, dont elle est le berceau, sur les rives de la Méditerranée, font elles-mêmes l'expérience d'une diversité interne, entre sunnites et chiites, entre chrétiens d'Orient et d'Occident, entre eux, parce que c'est quand même aussi une des clés pour la difficulté aujourd'hui du point de vue de l'État d'Israël, entre la culture séfarade et la culture ashkénaze chez le peuple juif. Et j'en profite pour dire aussi que, à cause de ce mélange des populations méditerranéennes, nous avons aussi, les peuples qui habitent la Méditerranée, nous avons le devoir de ne pas oublier la mémoire heureuse de moments forts de convivialité. Et je le disais à propos d'Israël, pour moi c'est une question, quand on essaie de supprimer cette mémoire heureuse séfarade d'une convivialité qui a existé avec les populations musulmanes et chrétiennes sur les rives de la Méditerranée, pour la remplacer par une mémoire ashkénaze douloureuse de ce qui s'est passé en Europe et dont on fait payer le prix à des populations qui n'avaient rien à voir avec ces événements. Il faut qu'on n'oublie pas, nous qui vivons sur les pourtours de la Méditerranée, que nous sommes aussi porteurs d'un message pour le monde, qui est un message qu'il peut exister une convivialité heureuse, en dépit des différences culturelles, des disparités économiques et aussi des différences religieuses, et nous en avons la responsabilité. Donc cette approche existentielle à propos de Marseille, puisque Philippine de Saint-Pierre l'a dit aussi, puis vous l'avez rappelé, je la porte aussi en moi-même parce que je suis né sur l'autre rive, en tout cas sur la rive sud. On pourrait dire qu'il y a 4 rives. La rive du Maghreb, la rive du Moyen-Orient, du Mashrek, la rive des Balkans et la rive de l'Europe du Sud, si on voulait un peu préciser. Mais moi-même, donc, je suis né en Afrique du Nord parce que je suis l'aîné de la 4e génération à être né dans la région d'Oran, et ma famille venait d'Almérie, à une époque, à la fin du XIXe siècle, où à cause des famines, des sécheresses de cette région, les gens allaient chercher du travail en Oranie. C'est-à-dire à une époque où les flux migratoires en Méditerranée allaient plutôt du nord vers le sud. La richesse de cette mer, c'est d'avoir permis les flux migratoires. C'est sa force. Et c'est ce qui m'inquiète quand je vois qu'il y a déjà plus de 1000 kilomètres de murs qui sont construits aujourd'hui. Quand je vois que la communauté européenne met 21 milliards d'euros
pour arriver à contenir derrière ces murs les migrants à l'horizon 2027. Quand on prive la Méditerranée de ce qui est sa force, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à recueillir ce qu'elle peut apporter de meilleur. Et donc là, dans une perspective qui est guidée par la peur, on est en train d'empêcher ce qui relève des ressources de cet espace méditerranéen pour les problèmes que nous rencontrons ici et que nous rencontrons ailleurs dans le monde. Et ce serait dommage que cet espace qui a été le berceau de religion abrahamique ne puisse pas aujourd'hui être le berceau d'une humanité de paix et de relations humaines paisibles, dans un certain nombre de différences bien sûr, pour le XXIe siècle. Alors, je disais tout ça pour dire aussi qu'à partir de cette approche plus existentielle, on pourrait peut-être aussi, mais la discussion le fera peut-être apparaître, faire valoir que derrière les chiffres, il y a des personnes. Qu'aujourd'hui, on estime en moyenne que meurent, si on regarde l'ensemble des personnes qui sont repêchées, puis celles qui ne le sont pas, enfin bon, bref, on estime que meurent aujourd'hui 6 personnes par jour en Méditerranée. Comment voulez-vous que cet espace, si nous n'y faisons rien, garde son potentiel pour toute l'humanité, si on s'accorde à en faire simplement un cimetière, et si finalement tout est fait pour que progressivement l'indifférence étouffe toute indignation. C'est ça que je voudrais dire. Si nous voulons pouvoir avancer, il faut partir de cet aspect-là très existentiel. Nous sommes bien placés à Marseille, en tout cas pour le voir. Et c'est à partir de là qu'on peut faire valoir cette indignation qui seule peut nous aider à trouver dans la Méditerranée les ressources, le potentiel dont nous avons besoin. Merci, Monseigneur. C'était précisément le cri du pape à Lampedusa en 2013, lors de cette première étape si marquante de ce que vous avez appelé son pèlerinage méditerranéen. Mais est-ce qu'il y a moyen d'être entendu ? Autrement dit, cette relation d'amitié qui est nécessaire pour affronter ensemble les défis qu'il ne faut pas nier, qui sont nombreux et complexes, comment la faire vivre aujourd'hui ? Je réponds. Je tente de répondre à votre question. Je n'ai pas la réponse, mais je peux dire ce qu'on essaye de faire. Voilà. Ce qu'on essaye de faire à Marseille, c'est de favoriser les relations interpersonnelles. Comment ? D'abord par une présence. L'Europe a tendance, quand elle n'a pas pu arrêter les migrants et qui arrivent chez elle, à les parquer. Et il y a des questions qui touchent l'urbanisme urbain, évidemment, hein, mais il y a des façons de mettre les gens dans des mêmes quartiers, avec les mêmes difficultés, sans une politique de transport convenable, sans les choses essentielles pour pouvoir vivre décemment. Il y a une façon de faire qui, du coup, cache le problème. On peut continuer à vivre à Marseille dans certains quartiers sans être le moins du monde gêné par le fait que plein d'autres gens vivent dans des conditions limites, y compris aussi du point de vue de la salubrité, hein, de la sécurité dans les écoles. Voilà, mais je prends l'exemple de Marseille parce que je le connais un peu mieux, mais je pense que la même chose vaut ailleurs, peut-être dans des proportions différentes. Donc, la présence. Moi, j'encourage beaucoup la présence des petites communautés chrétiennes dans ces quartiers. J'y vais très régulièrement. J'encourage la présence, le maintien d'établissements scolaires catholiques dans ces quartiers. Nous les avions lorsque la population était catholique, nous décidons de les garder lorsque la population n'est plus catholique. Parce que c'est une présence institutionnelle qui nous permet d'être là, de sentir ce qui se passe, de connaître les familles, d'accompagner les personnes. L'éducation, nous encourageons beaucoup aussi tout ce qui peut aider l'éducation des jeunes, centres de jeunesse, œuvres de jeunesse, Don Bosco, etc. etc. Voilà. Toutes ces choses-là qui font qu'on tisse des liens humains à même les réalités concrètes de la vie. Voilà. Il n'y a rien de pire contre ça, et je termine là, il n'y a rien de pire
que de venir de l'extérieur, comme malheureusement beaucoup le font, et aussi des hommes politiques, il faut bien le reconnaître, de venir de l'extérieur pour expliquer aux gens qu'il faut vivre ensemble. Mais enfin, après, ils retournent chez eux, ces gens-là. Ce qui compte, c'est montrer la proximité, la fidélité et la réalité d'une convivialité. Madame Santerini, je ne l'ai pas précisé au début, j'ai dit que vous étiez professeur à l'Université catholique de Milan, mais vous avez une spécialité dans le domaine de la pédagogie. Ce rôle de l'éducation, des établissements d'enseignement, vous paraît important dans cette crise multiforme des rives de la Méditerranée ? Bien sûr, donc je pense à un rôle des universités, des écoles, de plusieurs perspectives. Par exemple, faire grandir les nouvelles générations dans un respect interculturel, par exemple, dans l'éducation vers les jeunes européens qui sont un peu tentés à être fermés, à considérer les immigrés, les réfugiés une menace, une invasion. Donc il y a une narration que la culture, que les organismes universitaires, que les écoles peuvent renverser, doivent renverser. Parce qu'il y a trop de peur vers les immigrés. Vous parlez, monseigneur, de personnes, et vous avez raison, il y a des personnes. Et donc, si on voit les chiffres, on dit maintenant il y a une invasion, quelqu'un parle de substitution. Donc, il arrive l'ennemi musulman, et nous sommes vieux, nous pourrons n'être plus là. Donc l'éducation à l'interculturel demande vraiment de vaincre la peur. Et naturellement, une éducation qui doit faire rencontrer les autres sans céder au relativisme. Parce que nous avons fait un peu une pédagogie couscous. Jusqu'à là, donc c'est beau, la différence, c'est belle. Mais après, on a eu la crise économique, et les immigrés qui étaient exotiques et merveilleux, ils sont devenus des ennemis. Donc, un interculturel qui ne soit pas relativiste. Et je pense au rôle de l'éducation avec les réfugiés, avec les immigrés. Parce que nous avons un gap, par exemple en Italie, très fort. Le lockdown, la pandémie ont fait grandir la différence. Donc nous avons des chiffres vraiment inquiétants sur le succès à l'école des jeunes issus de l'immigration. Mais par exemple, l'expérience que j'ai avec les réfugiés, par exemple les jeunes Syriens qui sont arrivés, Afghans, démontre qu'ils ont envie de l'école, ils ont un désir d'école, ils veulent vraiment grandir pour étudier, pour travailler. Donc il y a plusieurs perspectives, plusieurs défis que nous avons pour l'éducation et pour la formation. Alors, on va de toute façon pas épuiser le sujet ce soir, mais je voudrais qu'on balaye différentes portes d'entrée, parce que là, on parle beaucoup de la manière d'accueillir sur la rive nord ceux qui, poussés par les raisons que vous avez expliquées et qui sont là aussi multiples, viennent, comme vous l'avez écrit il y a peu de temps, monseigneur Aveline. Autrefois, Marseille était la porte de l'Orient. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens du Sud, c'est la porte de l'Occident. Mais il y a d'autres lieux en Italie qui pourraient aussi être vus de cette façon. Je voudrais qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut aussi tisser cette relation d'amitié par-dessus la Méditerranée. Autrement dit, pas seulement pour accueillir ceux qui, poussés par le désespoir, par la misère, par les difficultés qu'ils rencontrent chez eux, viennent vers le nord, mais aussi avec les sociétés, et pas seulement les hommes politiques, mais les sociétés qui sont de l'autre côté. Cette relation d'amitié, cette relation d'échange dont vous disiez, Milena, au début de cet entretien, que depuis des siècles et des millénaires, les cultures se sont imprégnées les unes des autres, les échanges commerciaux notamment ont été multiples. Comment faire pour qu'aujourd'hui, ces échanges continuent et nourrissent une amitié réciproque? Oui, je pense au dialogue. C'est difficile. Je ne veux pas faire un discours irénique, parce que le risque est toujours de faire un discours irénique.
Mais je pense que dans le temps, nous avons raison. nous avons raison à être dans la part de la convivialité, de la... Vous avez dit, Monseigneur, que les immigrés sont parqués. C'est vraiment... C'est ça. Il faut, je pense, faire une bataille. Par exemple, je pense qu'il y a une ségrégation scolaire, par exemple, en France comme en Italie. Et donc ça empêche un vrai dialogue, une vraie convivialité. Je ne veux pas être ironique, c'est bien que les communautés restent entre elles, s'ils veulent, mais la séparation dans les banlieues, etc., même en Italie, est vraiment, je pense, préoccupante. Et donc, je pense à un dialogue qui fait, vous avez dit aussi une chose très belle, la mémoire heureuse, non? La mémoire heureuse de ce qui s'est passé, et de la convivialité possible. Possible. Et je pense qu'il faut continuellement présenter cette possibilité. Nous avons des expériences en Italie, par exemple, des villages, des montagnes, des campagnes qui ont trouvé une nouvelle vie avec les immigrés. Et ils sont repeuplés, on dit comme ça, repeuplés par les immigrés. Il était vide. Il n'y avait plus personne. Il y avait seulement des vieux, des gens âgés. Et maintenant, ils ont pris vie. Donc il faut raconter, il faut montrer des exemples, en faisant attention qu'il y a vraiment des forces politiques et culturelles qui manipulent l'opinion publique, qui ne veut pas cet exemple de convivialité heureuse. Ou qui peuvent dire que ce désir de convivialité heureuse est unilatéral et qu'il existe au nord de la Méditerranée, ou qu'en tout cas les pays d'Europe s'attachent à essayer de trouver des solutions d'intégration, mais que la réciproque n'est pas vraie parce que au sud, ou Maghreb ou Machrek, on est plutôt dans une uniformisation croissante au plan culturel. Monseigneur, je provoque un peu en disant cela, mais c'est volontaire. Oui. Oui, mais souvent ce qui provoque les problèmes, enfin disons la résistance à ça, ce sont d'autres problèmes que religieux ou culturels. Ce sont surtout des problèmes économiques. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller au Liban. Et on voit bien comment la situation du Liban se tend à cause de problèmes qui sont essentiellement économiques. Mais au Liban, il y a aussi un fort potentiel de travail en commun, de vie en commun, sans discours irénique, comme vous disiez. Mais je pense que quand des choses vont mal, il ne faut pas les reporter sur la religion. Or ça, c'est une tendance que nous avons souvent. Et regardez d'où viennent exactement les problèmes. Je voulais dire aussi, tout à l'heure, vous évoquiez les relations commerciales. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai qu'au fond, quand on regarde l'histoire, les premières relations sont des relations avec un intérêt commercial. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a 3 bananes et qu'on veut les échanger avec l'autre qui a 2 pommes qu'on discute avec lui. Et puis petit à petit, une relation humaine s'installe, voire d'amitié. Et à ce moment-là, on commence à s'intéresser aussi à ce qui est important pour lui dans sa vie, en dehors des poires ou des bananes. Et je pense que la dimension commerciale, la dimension des échanges commerciaux est l'une des portes d'entrée d'une bonne relation, alors pour le coup, qui peut aller jusqu'à un dialogue des cultures et des religions. Alors très concrètement, à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière à Marseille, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, qui est jumelé avec la Chambre de commerce d'Alexandrie, m'a fait la proposition de dire, écoutez, vous venez avec nous pour telle et telle chose, pour des entrepreneurs qui travaillent dans la région de Marseille, pour apprendre à greffer sur l'importance des échanges commerciaux la possibilité d'une compréhension de la fécondité possible des relations culturelles et religieuses. Voilà un petit exemple. Un autre petit exemple, c'est actuellement à Marseille, il y a 3 troupes scouts qui sont originaires plutôt des quartiers riches, mais enfin c'est un peu rapide de dire ça, mais des troupes scouts qui vont
travailler dans ces autres quartiers et monter une troupe scout mixte. Essayez de le redire, vous allez voir, ça ne va pas être facile. Hein. Je n'y risquerai pas. Voilà. Et donc, ce sont des toutes petites choses comme ça, par la jeunesse, par le commerce, qui peuvent nous permettre d'avancer. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, sinon, seulement une petite chose, que vous avez raison sur le Liban, parce que c'est un exemple de convivialité multiculturelle que nous ne pouvons pas absolument laisser perdre. Donc, j'ai vu que la France, par exemple, soutient le Liban, et je pense que c'est une chose très importante, parce que c'est un exemple pour la Méditerranée. Si le Liban va détruire cette convivialité des siècles, c'est un problème pour nous tous. Seulement ça. Un propos que vous aviez repris dans votre adresse récente, Monseigneur Aveline, puisque en reprenant les mots du pape, le Liban est un message. Vous disiez que Marseille est aussi un message avec cette concentration de défis multiples et qu'il ne faut pas minimiser. Et puis la possibilité d'une espérance qui ne s'arrête jamais. Alors, c'est une dimension que je trouve importante aussi parce qu'on peut se sentir un peu écrasé par les défis de cette Méditerranée aujourd'hui, par leur complexité, par le fait qu'à hauteur d'homme, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on peut y remédier. Du coup, quelles sont les raisons d'espérer? Vous avez cité des initiatives concrètes, Monseigneur, mais plus largement, quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui que les murs ne continuent pas à se construire, voire disparaissent, et que cette convivialité heureuse puisse reprendre dans ce bassin de civilisation? Milena, peut-être. L'exemple du couloir humanitaire, je peux le faire. Donc, c'est un exemple d'une initiative qui vient des églises. Une initiative économique. C'est un laboratoire, parce que les chiffres sont vraiment, vous savez, peut-être, sont simplement une initiative de la société civile, ecclésiale, de faire arriver en Europe des gens qui ont droit à émigrer, qui a des problèmes sérieux, par exemple des gens fragiles, surtout syriens. Donc, tout le monde voit que les Syriens ont droit à être sauvés par la guerre, et aux Afghans, mais n'ont pas la possibilité. Donc, ils vont avec comme on dit, je ne sais pas, parce que nous en Italie disons barconi. Ce ne sont pas des navires, ce sont des barques. C'est un barconi, c'est-à-dire, on utilise ce terme pour dire des barques vraiment... en mauvais état. En mauvais état. Et donc, ils viennent en risquant la vie. Nous tous, nous avons vu les photos de ces enfants de 2-3 ans, des bébés qui sont morts dans la mer. C'est impossible. Ils ont droit pour la Convention de Genève de 1951, nous devons donner asile aux gens qui sont en péril de vie. Et nous avons fait la Convention de Genève après la guerre et après l'Holocauste. Pas par hasard. Donc, les couloirs, je pense que sont un exemple d'engagement de la société pour dire non, ces gens ont droit d'arriver et d'être soutenus en Europe avec l'étude, avec le travail, avec la maison. Ne sont pas les parqués dans les rues. Ça, c'est un petit exemple, mais... Oui. Moi, je dirais, il y a 3 mots. La vitalité, d'abord. La vitalité, c'est-à-dire reconnaître la vitalité de ces personnes qui ont quitté leur pays, cherchent du travail, ont des rêves. C'est quand on les reçoit, à Marseille, on en a beaucoup, même des mineurs. Mais quand on les reçoit, bon, il y en a peut-être quelques-uns qui sont avec des idéologies ou des projets néfastes, mais beaucoup, ils ne demandent qu'à travailler. Et avec une vitalité, avec une jeunesse. Marseille est devenue la ville la plus jeune de France. Ce n'est pas les tout petits Marseillais, ou alors c'est les petits Marseillais des générations qui avaient immigré avant. Voilà.
Mais vous voyez, il y a cette vitalité. Et donc, il faut donner sa chance à la vitalité. Et vous le disiez pour des villages en Italie. Donc voilà, reconnaître que les personnes migrantes, je préfère dire les personnes migrantes que les migrants, mais les personnes migrantes ont aussi un énorme potentiel de vitalité et de rêve. Il suffit d'aller au Maroc pour voir ces étudiants, ces gens qui arrivent, qui voudraient peut-être passer en Europe et finalement qui s'établissent là. L'inventivité, la créativité, le rêve qui finit jamais. Vous pouvez recommencer, vous pouvez tous les barbelés que vous voulez. Ils voudront quand même passer. Donc la vitalité, il ne faut pas le voir comme une menace, mais comme un nouvel atout. Nous le voyons à Marseille, à cause de la jeunesse. Le deuxième mot, c'est la complicité. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas avancer si nous ne reconnaissons pas les façons dont nous sommes complices d'une situation qui nuit au respect de la dignité des personnes et à l'affirmation ecclésiale du Concile Vatican II, reprise à chaque document, de l'unité profonde de la famille humaine. C'est aussi à cause de la foi. Et donc là, nous pouvons regarder comment nous sommes complices. Dans le texte auquel vous avez fait allusion, la tribune que j'ai publiée la semaine dernière, j'ai dit, et beaucoup de députés sont venus me dire depuis leur gratitude pour avoir osé dire ce que j'avais dit, c'est-à-dire que, au fond, quand on voit à Marseille les trafics en tout genre, drogue, armes, prostitution, qui sont organisés par des réseaux mafieux, il faut dire le mot, des réseaux mafieux, dont les têtes de pont ne sont pas à la Belle de Mai, ni même à Saint-Ginier, hein. Mais le consommateur de drogue est complice de ces réseaux de la mort. Il faut le dire. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres complicités qui font qu'on ferme les yeux. Quand on regarde de près, j'ai reçu récemment un jeune prêtre de Modena, à Marseille, mais qui travaille avec une association, enfin une grande plateforme dont j'oublie le nom, pour les migrants dont les naufrages se font en Méditerranée centrale. Mais qui me disait, et ça vous glace le sang, ce qui se passe en Libye. Nous le savons, mais nous restons prudents, puisque ces mafias libyennes déguisées en garde-côtes libyens sont complices. Et nous sommes complices. Nous sommes complices, puisque l'Europe fournit les subventions qu'il faut pour que ces mafias continuent leur travail. Donc la vitalité, la complicité, et là nous avons beaucoup de travail à faire. Et le troisième mot, c'est la vérité. Parce que si nous avançons, nous verrons bien que ce qui compte, ce n'est pas de s'envoyer des arguments à la figure, c'est de vivre en vérité l'expérience de la vie. Et quand on la vit, on voit ce qu'on disait au tout début, cette dimension existentielle des choses, qui fait aussi qu'on ne va pas avoir un discours irénique pour dire que tout le monde est pareil. Mais on peut dire quand même que tout le monde, et c'est comme ça d'ailleurs que commençait la déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions, la déclaration Nostra Aetate, elle commençait au paragraphe 1 pour dire « Mais qu'est-ce que c'est qu'une religion ?» Eh bien, une religion, disait le Concile, c'est une tentative de réponse aux grandes questions de la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le bonheur? Pourquoi le mal? Et là, nous sommes tous égaux. Qu'on ait une confession de foi ou qu'on n'en ait pas, on est tous égaux devant ces questions. Et c'est cette dimension de vérité devant l'expérience de la vie qui, pour nous, chrétiens, est aussi fondamentale, puisque nous confessons que Dieu, et c'est quand même extraordinaire, pour se faire connaître, a voulu venir faire avec nous, en vérité, l'expérience de la vie. Voilà. Vitalité, complicité, vérité, 3 mots, comme souvent les homélies du pape François. Merci, Monseigneur. On va donner maintenant la parole à ceux qui sont ici et qui peut-être souhaitent à leur tour vous poser des questions ou ajouter leur pierre à ce chemin de réflexion. Donc le micro pourra circuler. Est-ce que certains ont déjà envie d'intervenir ? Monseigneur, vous avez très bien parlé, et vous aussi, Madame, je veux dire, de finalement ce qui fait, ce qui fait le cœur, si je peux dire, du christianisme, l'accueil, l'autre, le frère, etc. Mais je voudrais vous poser une question dans le quotidien.
comment c'est reçu? Parce que pour dialoguer, il faut être deux. Voilà. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de Marseille, où vous avez effectivement des communautés musulmanes importantes, mais d'autres communautés aussi qui sont turbulentes, et puis des gens qui n'ont pas de religion. Alors, comment vous êtes reçus? Est-ce que vous avez l'impression parfois de prêcher dans le désert, pour être clair, hein, ou est-ce qu'au fond, je dirais, cette diplomatie de la rencontre, elle porte ses fruits? Et ça, aussi bien dans des initiatives de quartier, parce qu'on parle de ça, que effectivement dans la relation avec toute la nébuleuse des pouvoirs publics dans leurs différents rôles. Puis j'ai une deuxième question aussi. Vous avez beaucoup parlé d'éducation, vous n'avez pas parlé de travail. Est-ce que au fond, la voie plus directe, c'est pas celle de favoriser des opportunités d'emploi? Dire, en utilisant justement les tissus industriels, économiques d'une région? Oui, alors je prends plutôt la dernière, puis je reviendrai à la première question après. Oui, ça, je rêve que nous puissions avancer concrètement sur cette question-là de l'emploi. En sillonnant ces quartiers de Marseille, en les sillonnant d'ailleurs avec des jeunes des cités qui me font eux-mêmes découvrir leur propre cité, et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je dirais que parmi les plaies que nous avons à combattre, il y a celle de l'oisiveté. Et pour ça, il faut pouvoir créer des activités. Il faut pouvoir inventer. Nous avons d'un côté une série de jeunes oisifs et de l'autre côté une série d'entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Donc le travail consisterait à établir des passerelles pour l'emploi. On avait essayé avec l'Institut catholique déjà, et j'espère qu'on pourra le reprendre dans le cadre du plan qui est en train de se mettre en œuvre. Je vais commencer à en parler avec les responsables. L'oisiveté. La deuxième plaie, c'est la laideur. C'est aussi quelque chose, quand on va dans ces quartiers, de voir à quel point un environnement qui devient sale attire la laideur. Et au bout d'un moment, la laideur est quelque chose qui ne vous permet pas d'exprimer. On a besoin du beau. Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des politiques culturelles. On a eu à Marseille pendant un certain temps, ça s'est arrêté, je crois, actuellement, mais ça peut repartir, une association très intéressante, enfin à mon avis, qui faisait du travail de peinture, de dessin, et ça s'appelait l'art dans la rue. Et ils allaient dans les cités, et ils prenaient les minots qui jouaient au ballon et tout ça, et avec eux, ils travaillaient, qui peignent, qui ceci, qui cela. Et petit à petit, on voyait là aussi des choses très, très fécondes se passer. Donc voilà, l'oisiveté, la laideur et la mésestime de soi. Ça, vous voyez, récemment, j'ai demandé à une dizaine de jeunes des quartiers vraiment parmi les plus difficiles de Marseille, je leur ai dit, je viens un dimanche après-midi et vous me faites visiter. Au début, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est sale chez nous, il n'y a rien à voir. Puis petit à petit, de l'après-midi, je restais de midi à 6 heures, petit à petit, on visitait, je suis entré dans des cités où jamais on peut entrer, et petit à petit, je les voyais gagner en fierté, de me montrer leur école, d'appeler sur le portable le copain qui était au 17e étage pour qu'il se mette à la fenêtre, qu'on prenne la photo, etc. Et je me suis dit, ça m'a éclairé sur le fait que l'une des plaies, c'est cette mésestime de soi. Et si un jeune rencontre quelqu'un qui lui fait confiance et qui s'intéresse à sa vie, même si elle est dans des situations difficiles, alors il gagne. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est des choses très concrètes. Et vous avez raison pour l'emploi. L'éducation, c'est bien. Mais on a la possibilité, si on s'y met, de faire des passeports pour l'emploi, des passerelles pour l'emploi. Donc ça, il faut le faire. Alors pour la première question que vous posiez, ça porte des fruits. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça révolutionne tout, mais ça porte des fruits. Moi, je le fais, on peut faire autrement, mais je le fais en soignant les relations interpersonnelles avec les responsables. Régulièrement, je reçois des imams à l'archevêché, discrètement, on mange ensemble, on parle ensemble. Ça permet qu'ensuite, je sais qui appeler si on a besoin de se parler. C'est-à-dire faire en sorte qu'on soit à portée de voix pour que le jour où on a besoin de se dire quelque chose, ça ne soit pas compliqué de le faire. J'essaye aussi, par exemple, un des fruits, s'il faut en donner un, mais malheureusement il est dramatique, c'est qu'au moment des attentats de Nice, 21 imams sont venus me voir le soir, je n'avais pas du tout prévu ça. Ils sont venus, 21 imams de Marseille, beaucoup que je ne connaissais pas, et beaucoup
qui parlaient pas français et dont le curseur islamique, j'ai pas trop cherché à savoir où c'était. Enfin, ils sont venus porter une gerbe pour exprimer leurs condoléances. Le fait qu'ils soient venus, ça fait qu'on a pu garder des liens. Quand à la fin, ils m'ont dit... Alors, vous voyez, ça, c'est tout à fait caractéristique. Ils m'ont dit, non, mais dites-nous qu'est-ce que c'est qu'il faut faire, parce que nous, vous êtes notre évêque. Hein. Alors que j'ai dit, écoutez, essayons de faire ensemble des choses, ça vaut mieux que des discours. Je sais que vous distribuez du café à la gare, et nous, on distribue de la soupe. Eh bien, mettons-nous ensemble. Et on le fait, tous les samedis matins. Et ça marque à la fois les gens qui en ont besoin, et les gens qui passent pour prendre le train, qui sont très étonnés de voir 3 imams et 3 prêtres servir ensemble du café ou de la soupe selon l'heure de la journée, quoi. Vous voyez, ce sont ces petites choses-là. Alors ça porte des fruits, cette proximité interpersonnelle, et puis cette capacité, du coup, quand on est proche, de pouvoir se dire aussi ce qui ne va pas. Parce que ça, vous le disiez, voilà, pour lutter contre l'irénisme, rien ne vaut la vérité de la relation. Et de pouvoir dire ça ne va pas. Et on a pu le faire, je pense à un endroit à Marseille où les responsables musulmans de la mosquée étaient très prosélytes. On a pu dire, ça ne règle pas tout, mais au moins on peut faire entendre une parole qui peut être aussi une interpellation. Je vois que l'heure tourne, le dialogue, la rencontre et l'amitié comme réponse déjà dans le quotidien, là où se trouve chacun et là où il y a forcément quelqu'un à côté qu'on peut aller voir. Merci en tout cas vraiment à tous les deux d'être venus partager vos regards et vos expériences. Merci beaucoup. Merci.